Mise en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. On est 29 mai 2024, épisode numéro 3. Super contente de vous présenter cet épisode qui parle de choc post-traumatique. J'ai reçu un invité exceptionnel. C'est un militaire, un ex-militaire qui a pris sa retraite et qui nous parle de son vécu, du syndrome de choc post-traumatique, avec les enjeux qui viennent avec, son quotidien et les ressources qu'il a utilisées pour apprendre à gérer cette condition-là. Il est aujourd'hui humoriste à temps plein et donc je suis vraiment contente de vous le présenter. Il s'agit de Steven Bilodeau. Et puis, écoutez, j'ai eu vraiment du fun avec lui. J'ai beaucoup ri. Il m'a un petit peu niaisé au début, vous allez voir. C'est tout en blague. Et puis, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Merci pour vos beaux commentaires. Ça va super bien. Je suis vraiment contente de l'effet et que vous appréciez tout ce qui se dit, comment c'est fait, etc. Donc, abonnez-vous si ça vous tente. Je suis sur YouTube, je suis sur Apple Podcasts et tous les autres. Vous avez juste à faire un petit clic, c'est bon là pour les chiffres apparemment, puis je vous achale pas. Donc là-dessus, je vous laisse entre les mains de Steven Bilodeau. Bonne écoute! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Ben, tu le fais pour les bonnes raisons, en fait. Oui. Fait que ça va t'amener à la bonne place. C'est ça qui va arriver. On verra. Non, mais si tu le fais pour l'argent, ben, le but, c'est de faire rien que de l'argent. Ouais. Mais je comprends que les gens veulent de l'argent, puis c'est normal parce qu'un jour, ils veulent arriver à la retraite, indépendance financière, payer leur maison. Mais c'est ça qui te drive, c'est une autre histoire, là. C'est... Ouais. Si c'est au-delà de juste t'amuser puis le faire avec le cœur, puis parce que ça te fait triper. Mais il y en a que la retraite, l'indépendance financière va leur apporter leur objectif ultime. Oui. Donc, mettre beaucoup d'énergie à créer de la richesse pour éventuellement, je sais pas, je vais dire vivre de leur art, mais dans le fond, ils vivront pas de leur art. Mais c'est un gamble. Oui. Parce que oui, peut-être qu'à rendu à ta retraite, tu as la chance de le faire, mais est-ce que tu as la santé pour le faire? Et voilà. C'est un gamble. Fait que... C'est quand tu arrêtes de créer de la richesse pour vivre. Ouais. C'est ça. Puis, c'est ça. Le meilleur job, c'est le job de fonctionnaire. Oui, la mienne. Ça, je suis devant toi aujourd'hui. Moi, oui, c'est ça. Allô, Steven? Allô? Merci de l'invitation. Merci à toi. Oui. Vraiment contente que tu sois là. Tu m'invites chez vous, en plus. Oui, moi, je fais ça chez nous. T'as pas peur? Non. D'inviter un homme avec un problème de santé mentale, avec autant de préjugés sur la violence, l'agressivité. Je devrais-tu? Tu vas-tu me poser la question, est-ce que j'ai tué du monde? Ben, j'étais pas dans mes plans. OK. T'as-tu tué du monde? On passe à la prochaine question. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais bienvenue. Bienvenue Merci. chez moi. Bienvenue sur le bord du feu. Oui. Il réchauffe pas. C'est juste C'est une bonne l'ambiance. chose parce que j'ai de la difficulté avec la chaleur due à un traumatisme. Un traumatisme. Ouais, non. Ben, Aujourd'hui, j'aime ça quand les pièces sont fraîches. OK. J'adore le casino pour ça. La climatisée dans le tapis. Oui. Bon, super. Est-ce qu'il fait trop chaud? Non. OK, parfait. Fait que aujourd'hui, je reçois Steven Bilodeau. C'est moi. Oui. Allô. Aujourd'hui, humoriste. Aujourd'hui, humoriste. Mais auparavant, militaire pendant, 30, 25? 20 ans. Aujourd'hui, retraité. Presque jour pour jour, 20 ans. Oh, wow, cool. J'ai commencé, je suis allé au centre de recrutement en 1998. Je suis sorti en 2019. OK. Hey, super. Fait que... C'est pas mon choix. Hein? Non? Ben non. Moi, j'aurais peut-être continué. Mais j'avais un problème de santé mentale. Donc, ils se sont débarrassés de moi. Non. Oui. OK. Oui. Tu voulais continuer? Non, j'ai fait le choix. OK. J'ai fait le choix parce que je savais depuis plusieurs années que j'étais atteint d'un syndrome post-traumatique. Ouais. Je le savais dans ma façon de fonctionner parce que je copais beaucoup avec plusieurs mécanismes de défense, mais aussi parce que je rentrais tranquillement dans une forme de dépression.
beaucoup de signes et symptômes et j'étais très faible. Donc, même si j'étais fonctionnel au travail, j'étais fonctionnel avec beaucoup de psychostimulants. J'étais fonctionnel avec beaucoup de... Faible dans le sens, tu étais fatigué. Fatigué. J'avais de la difficulté à un moment donné, à un certain point, de lever ma poche de hockey. Ah oui, OK. Et pour moi, le sport était un exutoire de plusieurs problèmes, dont des problèmes de santé mentale. Okay. Donc, sachant que j'avais un syndrome post-traumatique, puis j'en avais discuté avec mes professionnels de la santé, mais étant donné que quand tu es aux forces spéciales, et tu es fonctionnel, d'avoir un problème de santé mentale, c'est un peu la norme. Du moins, il y en avait beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'il y aurait les signes et symptômes où il y avait une méconnaissance de ce problème de santé mentale-là, mais moi, je savais très bien que j'étais atteint. Mais tant aussi longtemps que j'étais fonctionnel et capable d'avoir un équilibre dans tout ça, j'ai dit, je vais continuer. Puis à un moment donné, mais je suis curieuse, est-ce que pendant vos débuts, vos entraînements, est-ce qu'on vous parle de ça? Est-ce qu'on vous en parle que ça se peut que vous développez certains symptômes? Est-ce que c'est connu? Non, même à une époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome post-traumatique, le PTSD, venait d'un événement traumatique, souvent associé avec la peur de mourir. Et on appelait ça un shell shock. Je ne me souviens pas c'est quoi l'appellation en français, mais au niveau de la formation, on appelait que le shell shock d'un événement traumatique, et c'était pas très, très exhaustif comme pédagogie, là. Okay. Fallait pratiquement retourner le soldat au front le plus rapidement possible. Ah oui, pour le casser. Pour ne pas le perdre. Oui, c'est ça. C'est comme quelqu'un, à une époque, qui disait, tu fais un accident de voiture, tu vas rembarquer dans ta voiture le plus vite possible. Oui, exact. Pour ne pas... être traumatisé de ça. Oui. C'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, dans le fond. Là. C'est ce qu'on fait. Je pense que chaque personne est différente. Puis c'est ça que j'ai envie de dire en début de podcast. Ouais. Je raconte mon histoire à moi. Absolument. Je vais raconter mes méthodes adaptatives à moi, ce que j'ai fait, mais ça s'applique à moi. Puis il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Il y a eu beaucoup de tapage sur la tête. Il y a eu beaucoup... Tu sais, avant d'accepter que tu as un problème de santé mentale, parce que de la façon dont ma génération a grandi, c'est une faiblesse. Oui. Donc, j'avais développé une faiblesse où j'étais faible à la base. Je n'étais pas constitué pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de structures de sens que tu appliques à toi, mais en réalité, c'est pas ça. Fait que de s'informer de la santé mentale sur toutes ses formes peut t'aider à accepter la maladie à un certain point. Oui, exactement. Puis est-ce que pour toi, le choc post-traumatique est apparu justement à cause d'un événement où ça a été plus en plus ce qui se passait là-bas, où ça a été un amalgame de plein de choses qui fait en sorte que... Il y a eu un événement plus traumatique que les autres parce que quand tu commences à avoir des signes et symptômes comme flashback, pensée intrusive, cauchemar, il y a un thème qui est plus dominant que les autres. Okay. Et souvent, c'est celui-là qu'il faut que tu abordes en premier. Donc, le thème de la peur de mourir dans une embuscade, c'est ce qui a été, c'est ce qui était au centre de beaucoup de pensées, incluant les cauchemars. Avec la médication, aujourd'hui, on est capable de bloquer des cauchemars. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu les bloques, que tu les subis pas ou tu les vis pas. Exact. Ça va s'exprimer d'une autre façon. Mais c'est pas le seul événement traumatique où est-ce que j'ai eu peur de mourir. T'es allé combien de fois? 17 mois en Afghanistan total, 2005, 2007, 2008. Ça a constitué mes missions à l'étranger, Kaboul, Kandahar, principalement en Afghanistan. En 99, je me suis entraîné pour la Bosnie-Herzégovine. À ce moment-là, la mission était déjà quand même bien avancée, puis on était dans une phase, puis pour ceux qui sont moins néophytes, là, c'était la rotation 5. Donc, l'armée canadienne avait réussi à faire son travail, d'amener une certaine paix, même s'il y avait des événements au travers de cette mission-là, de maintien de la paix. Il y a eu des choses qui ont été très périlleuses au fil des ans, mais en 99... comment je pourrais dire ça? La mission canadienne commençait déjà à s'essouffler. OK. Oui. Fait que ça, c'est l'expérience outre-mer. Ouais. Quand on parle de traumatisme, je pense, et c'est là où est-ce que je discute davantage avec les anciens vétérans qui, eux, n'ont pas connu d'événements traumatiques, mais ils ont vécu les recrues de façon traumatique. Ah oui. Donc, on parle d'harcèlement répété.
Ah, mais comme on voit dans les films un peu, dans le fond. Exactement. Ah, ouais. Et ça, pas qu'on l'ignorait avant, ça ne faisait pas partie de ce qu'on envisageait. S'il n'y avait pas de peur de mourir, souvent, il n'y avait pas de traumatisme pour eux autres. Et à un moment donné, la connaissance du problème de la santé mentale, et spécifiquement du syndrome post-traumatique, a évolué. Et là, on a réalisé de l'harcèlement répété peut mener à un traumatisme. Ouais. Après ça, que tu fais des choses à l'encontre de ta valeur peut t'amener un syndrome post-traumatique de valeur. Donc, on voit que la recherche a évolué, les explications pour expliquer le phénomène récurrent de la maladie mentale est davantage exhaustif, mais c'est plus intéressant quand tu as la maladie de savoir que on continue à travailler, on continue d'évoluer. Ouais. C'est comme le rétablissement au travers de la maladie. Est-ce que tu sais si aujourd'hui, les recrues, ça se fait exactement de la même façon ou il y a quand même une amélioration dans ça? Je pense que l'armée est comme la société progressive, mais je pense pas que ça évolue aussi rapidement que, je veux dire, la métropole. T'sais, et une des raisons pourquoi ça n'évolue pas aussi rapidement, c'est parce que c'est la nature de l'emploi. C'est un emploi c'est une nature très particulière. Ben oui. Qui nécessite aussi des hommes et des femmes qui ont des particularités dans leur personnalité pour faire ce genre de travail-là. Puis je te dirais que c'est avantageux si tu es déjà déconnecté de tes émotions. Ah oui, c'est ça. Parce que ça part de là. Quand on parle de blessures de santé mentale, spécifiquement au PTSD, souvent, puis j'ai pas de statistiques, puis j'ai rien pour t'appuyer, seulement ce que je me suis fait dire par les spécialistes, souvent, ça va être des gens qui sont hypersensibles, des gens qui sont très proches de leurs émotions. Oui, mais c'est ça. Mais eux, au recrue, ils vont essayer te montrer de te déconnecter de tout ça. Déprogrammer, déconnecter des émotions. Ça. Pourquoi? Parce que quand il va arriver un événement de nature traumatique, tu vas être capable d'agir. Pas juste agir, mais de le processer à l'intérieur de toi pour être capable d'agir. Donc, si ta tête est à... Je dirais pas d'un coup que ma balle va passer au travers une maison, 2 maisons et éventuellement peut-être frapper quelqu'un. C'est là où est-ce que cette connexion-là émotionnelle devient pratiquement un obstacle. Un bourreau, un obstacle à ton action. Donc, c'est une déconnexion. Il y en a qui arrivaient dans l'armée, puis tellement qui arrivaient avec... puis tu vas voir, c'est un peu mon cas aussi. Moi, j'ai perdu ma mère en bas âge. J'ai perdu ma mère, j'avais 8 ans, d'un cancer du sein. OK. Alors, ma déconnexion émotionnelle a commencé là. Mon premier OK. traumatisme, ça a été celui-là. Je l'ai très bien processé. En fait, mon cerveau a fait en sorte que a effacé de ma mémoire pratiquement ma mère. Il me reste très peu d'images, très peu de... C'est anecdotique. Et ma famille n'ont jamais non plus nourri... Les images, les souvenirs. Oui, les images, les souvenirs, probablement de par leur souffrance. Oui. C'est parce que c'était trop souffrant d'en parler. Okay. C'était ma mère à moi, c'était leur sœur à eux. Fait que tu pars déjà avec une petite béquille de là. Oui. Puis t'embarques J'ai là-dedans. des grandes lacunes affectives toute ma vie. Oui, c'est ça. J'ai compensé avec plusieurs relations. Mais c'était toujours à recommencer. Difficulté de m'enraciner. Fait que tout ça a bien servi. Ben oui, exact. C'est comme t'es allé peut-être, je sais pas si c'était un désir de jeunesse de devenir militaire, mais bon, la vie... séduit par les films américains. Ah oui, OK. Où est-ce que le soldat américain avait le respect? Était capable de se développer une forme physique, pas bionique, là, mais qui marquait l'imaginaire, du moins qui imposait le respect. Et le retour de la guerre, de la façon dont on rendait ces soldats-là des héros, m'a séduit. Je voulais devenir un homme. Quand je suis parti de chez nous, je voulais voyager, je voulais sortir de mon patelin, je voulais devenir quelqu'un de qui on s'intéresserait probablement. Et quel meilleur moyen. Je te dis ça aujourd'hui, puis j'y réfléchis en même temps que je le dis. Je trouve ça intéressant comme hypothèse. Ben oui. Oui, OK. Fait que là, on commence les recrues, puis là, déjà, il y a
cet état qui s'installe de on t'apprend à te déconnecter, il y a de l'abus probablement En fait, c'est l'abus répété. Ouais. Puis le corps est bien fait, là. Qui se bloque. Ça, c'est ton téléphone. Oui, c'est mon téléphone. Son bzz, bzz. En fait, dans ma C'est poche. pas un livreur d'Amazon en bas. Non, pas ce coup-là. C'est quoi la dernière chose que tu as livrée, que tu as fait livrer par Amazon? Je suis quasiment gênée. Vas-y. Du maquillage. Oui. Puis je ne me maquille Fais-tu du pas. maquillage bio? J'en ai aucune Ça a-tu été idée. testé sur les animaux? Hey, arrête, là. OK, ça marche. Tu voulais qu'on parle de psychologie. Je m'en allais là. Non, mais là, ça, c'est parce que j'ai habité sur le plateau. Et voilà. Ça. J'ai des préjugés, moi aussi. Tu vas voir. C'est bien correct. Non, je me On suis est à fait force avoir égale. par une publicité. Ça faisait 6 mois que je la regardais. Oui. T'as Puis flanché. J'ai flanché. OK. Puis je l'ai pas aimé. Fait que j'avais le droit de le retourner puis de me faire rembourser. Puis ils m'ont juste dit garde-les. Puis je l'ai jamais payé. Mais ça, c'est cool. Fait que je me suis fait Ouais. un produit de maquillage. Anyway. Mhm. C'est quoi la marque? C'est une marque américaine. En plus? Ouais. Ah, Ah oui, Ah. j'ai flanché. Là. oui. Puis T'as j'achète pas acheté local, des Québécois? jamais en ligne. Je suis pas quelqu'un qui achète en ligne. Je viens du plateau. Notre génération a acheté beaucoup à travers la télévision. Ah Te oui! souviens-tu? Ah mon Dieu, oui! les annonces... Les poils, Tefal, entre autres, à ouais. l'époque. Ah oui. Là, aujourd'hui, c'est The Rock ou une autre génération. Regardez cette poêle anti-adhésive. On se faisait avoir avec tout. Ah, c'est fou. Oui. Je me Et c'était souviens souvent le nom un de produit ça. des Américains. C'était comme au 10 ou au 7, là. Oui. Au 10, je Au pense. U. Au U. On mettait une laine d'acier sur le top. C'était quoi la question que tu m'avais posée? Ça... Comment on dit? Les amis, on parle en santé mentale de fight or flight. Oui, Ben, c'est ça. Je viens de voler, là. Oui. Je viens de me sauver. Exactement. Je non. reviens. Je m'en allais dire, c'est ça. Ça commence ta vie de 8 ans. Ouais. Bon, OK, le drame de ta vie Ouais. qui met une béquille. Après ça, tu vis Mais les très abus. bien adapté, par exemple. Oui, bien sûr. Mon corps On s'adapte. était très bien fait Ouais. pour que je sois... J'ai toujours été capable d'être pas juste fonctionnel, performant. Très performant, malgré cette Ouais. souffrance-là qui est revenue toute ma vie. Ben, t'as choisi probablement de pas être la victime de ça, puis de juste faire comme, ben, la vie continue. J'avais un mais petit frère aussi que je devais m'occuper d'une certaine façon. En plus, fait que... Aujourd'hui, qui est probablement un autre problématique parce que je m'en veux de ne pas avoir pris soin de lui mieux que ça. Mais j'ai pris soin de lui avec les capacités que j'avais à cette époque-là. Exactement. Exactement. Voilà, je le nomme. C'est correct, comment il s'appelle? Dave. Dave. Salut, Dave. Et ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu Dave. Ah! Ouais. Il y a un Ben. problème de santé mentale, probablement. OK. On salue. On le salue. Mhm. On espère qu'il va bien. Ouais. Fait Donc, que oui, voilà, ça commence mal, les recrues, en plus, l'abus, tout ça. Ah, ça a tellement commencé mal que je voulais quitter. Ah oui, hein? Après 4 semaines, je n'étais plus capable. Ça allait à l'encontre de mes valeurs. J'étais quelqu'un dans la vie de performant. J'étais jeune adulte, j'étais très performant, surtout dans le sport et dans tout ce qui était manuel. Même au niveau intellectuel, à l'école, j'avais beaucoup de facilité. Puis ça m'emmerdait même l'école parce que c'était pas assez rapide. Ouais. C'est quoi que je disais? Ça, c'est le PTSD, hein? Ouais. Non, mais ça a commencé raide. Tu disais que tu voulais partir. Ah, je voulais, après un c'est mois. ça. C'était l'idée de base que j'ai. Oui, c'est ça, tu voulais partir. Je voulais partir parce que je me donnais sans bon sens. Je ne pouvais pas me donner plus que ça. J'étais au-delà de ma limite. Et on me disait que je n'étais pas assez performant. Ah, ben oui. Puis là, il y en a qui vont se reconnaître en grandissant dans leur famille quand papa et maman disaient que c'était pas assez bon. Ouais. C'était pas assez bon. Donc, c'était ça. Donc, il y avait un choc. Puis, j'étais rendu un adulte. Donc, j'étais en mesure de comprendre que, j'étais meilleur que beaucoup. Tu sais, que j'étais dans les meilleurs, mais je n'étais pas encore assez bon pour l'armée. Mais qu'est-ce qu'on fait tout là? J'ai dit, moi, je vais m'en aller. Je vais retourner travailler comme technicien en service de garde. C'était correct. J'aimais ce travail-là. Et finalement, j'ai rencontré un homme qui était en même temps, l'adjudant de peloton. C'est comme le père de famille là, d'une trentaine de personnes. Il était en charge de nous autres, de l'administration, le moral, le bien-être. Et il voyait que ça allait pas bien. Fait qu'il s'est assis à côté de moi sur une table à pique-nique et il m'a expliqué que ce que je vivais était normal. Que lui avait déjà passé au travers de ça. Puis que ce choc de valeur-là pouvait être expliqué au travers de la formation. Dans le sens que l'armée voulait ça.
Donc, c'était dans les plans d'instruction que tu ne sois jamais capable d'arriver à un standard qu'eux avaient déjà établi. Ouais. Et il a dit, c'est là où est-ce que probablement mon côté artiste a pris beaucoup plus de place. Il dit, considère que c'est une pièce de théâtre que tu joues. Donc, déconnecte-toi complètement, émotionnellement. Joue un rôle. Et tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on fait, il dit, je te le dis, c'est écrit. Fait que même si tu es le meilleur, même si tu réussis à atteindre les standards, on va te dire que tu ne réussis pas. Il ne m'a jamais dit que c'était davantage pour avoir un effet, du moins psychologique, sur l'instruction, mais c'est ce que moi, j'en ai compris. Et à partir de ce journée-là, ben moi, j'enfilais mon uniforme à chaque matin. Puis avec une autre vision de la chose. Exactement. OK. Comme acteur, comme dans les films. Oui, OK. J'ai fait mon chemin. Ouais. Il a bien fait sa job, lui. Il a très bien fait sa job et je pense que ça allait au-delà de sa job. Je pense que c'était un homme qui était... je pense que c'était un homme hypersensible. Je pense que c'était un homme qui peut-être même se voyait au travers de moi. Oui. Fait qu'il est venu... Oui, non, mais il a bien fait sa job en venant t'épauler. Oui. Mais en même temps, il a trouvé du potentiel en toi, il t'a gardé là, en disant ça. Non, il tenait à moi. Oui, c'est ça. Et en fait, puis là, tu me fais réfléchir en même temps, peut-être c'est ce qui a fait aussi que j'ai voulu rester. Il y a quelqu'un qui tenait à moi. Ben oui. Ouais. Ben oui, il te le disait peut-être pas dans les mots que tu voulais. Tu vas me charger de l'argent si on t'arrive? Non, ça va. OK. Mais c'est ça. Il a choisi une manière de dire non, reste parce que t'es à la bonne place, t'es bon. Tu sais. Ouais. Mais il pouvait peut-être pas juste te le dire Et directement. je me rappelle même pas comment... je me souviens quand il est arrivé proche de moi, mais je me souviens pas qu'il a choisi ce moment-là. Ou peut-être qu'il l'a saisi au bon, puis c'était juste une question de circonstance, tu sais. Mais j'aimerais penser qu'il y avait plus d'humain en arrière. Plus de sensibilité et qu'il l'a senti. Ben, je pense que oui, là, je veux dire. Je le pense. J'aurais aimé ça le nommer. Je me souviens pas de son nom. J'aurais aimé ça parce que je l'ai rencontré plusieurs années quand ma carrière a été finie dans un Tim Hortons. Il était encore en service, lui. Ah oui, wow, OK. Ouais. Puis j'avais témoigné du bien qu'il m'avait fait. De ce moment-là? Oui. OK. Ça l'avait touché. Et ça t'a touché toi aussi? Je le salue, clairement. Parce que même si moi, je ne suis pas l'après-carrière des autres soldats, eux suivent la mienne. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est le fun parce qu'au fil du temps, beaucoup d'anciens de mes amis ou d'anciens collègues de travail reconnectent avec moi puis ils viennent voir mes spectacles. Puis j'ai de plus en plus de vétérans ou de militaires qui viennent dans mes spectacles. C'est bien. C'est super. Puis il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis de leur sous-sol. Ah, wow! Ouais. Ben là... Tu connais-tu mon projet du show du souvenir? Oui. Oui? J'ai envie de le nommer. Parce qu'une fois par année, pour des vétérans blessés, je donne une formation d'écriture humoristique, présentation numéro avec un pédagogue du milieu de l'humour. On donne cette formation-là au travers de... C'est avec Thierry, justement? Oui, Thierry rendu mon nouveau formateur. Et cette année, Thierry renouvelé comme formateur. OK, good. On fait ça ensemble. On donne environ 16 heures de formation à chaque année à des vétérans blessés. Mais on va à la rencontre de leurs propres limites. Donc, si le programme ne convient pas pour la durée, dans sa forme, on s'adapte à tout le monde et à toutes les limites. L'année passée, j'ai même interprété le texte d'un vétéran blessé qui, lui, était assis à côté de moi avec son chien de service. Mais c'est un texte humoristique ou c'est c'est toujours des textes humoristiques, comme si on allait présenter le texte en stand-up, parce que ceux qui veulent, j'ai un spectacle devant public, devant le grand public à chaque année qui s'appelle le Show du souvenir. Cette année, c'est le 10 novembre. S'il y en a qui sont intéressés, les billets sont déjà en vente sur Eventbrite. C'est où? Et c'est où? Oui. La salle Le Bourgneuf à Québec. Par contre, cette année, exclusivement, lors du Minifest, on va présenter ce spectacle-là du Show du souvenir qui s'appelle Les vrais vétérans de l'humour. Donc, on sort le spectacle du contexte du Show du souvenir. On en fait une production unique. Et mon objectif, c'est de pousser ça le plus loin possible. Mais c'est tellement une bonne idée. Puis je pense que c'est une douzaine pour le Minifest. On va être 10 sur 5. Une dizaine, OK. Ouais. Ça, c'est si je n'ai pas des vétérans qui, pour une raison ou pour une autre, me demandent de se retirer de la distribution, étant donné qu'on respecte les limites de tous et chacun. C'est bien correct. Ça se peut qu'on se ramasse neuf. C'est bien correct. Absolument. On va faire notre temps, inquiétez-vous pas. Puis tant qu'à être là, le Minifest, c'est en juin.
dans Oui, Hochelag. 21 juin, en fait, 21 juin. Bistrot Sainte-Catherine. Parfait. Ouais, dans ton hood. In my hood. Mm-hmm. Fait que Ouais. On va aller manger du brocoli. j'ai dit tofu, c'est ça? Non, non. Fait que là, overall, fait que là, t'as tout ce qui est recru. Après ça, t'es envoyé, j'imagine, sur des missions. Oui, il y a eu des moments difficiles aussi avant les premiers déploiements. Tu sais, quand on arrive dans les formations en leadership, c'est des formations qui sont très, très exigeantes. Donc, c'est comme de recommencer le processus des recrues. Tu sais, il y a les recrues. Après ça, il y avait mon cours de métier, parce que j'ai été fantassin à l'infanterie, qui est le métier le plus difficile dans l'armée. Ça a été 18 semaines de souffrance. Oh, wow. Là aussi, il y a un travail au niveau psychologique qui est à Qui faire. se rajoute, Ouais. là. Ouais. Donc, c'est comme si les événements difficiles s'accumulent au cours de la carrière. OK. Parce qu'il y a une accumulation aussi qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui prend place à l'intérieur de nous. Puis quand tu m'as dit, est-ce que ça a été un événement qui a fait déclencher le PTSD? Non, c'est plusieurs événements. OK. Il y a des thématiques qui sont plus fortes que d'autres. Mais au fil du temps, comment je peux dire ça? Le cerveau a cédé pour laisser place à dépression et beaucoup plus de pensées intrusives, beaucoup plus de cauchemars, beaucoup plus d'hypervigilance. Puis encore aujourd'hui, l'hypervigilance, c'est quelque chose que je dois composer avec sur scène. Sur scène, et parce que je me reconnais beaucoup à mes émotions, puis je suis quelqu'un d'hypersensible, ben je vis beaucoup d'hypervigilance quand je sens que l'autre personne aussi est, je veux dire, défavorable à ma présence ou à ce que je fais. Mais c'est ça, j'allais demander qu'est-ce qui se passe comme en hypervigilance quand tu es sur scène? Qu'est-ce qui vient Bien, la chaleur. comme ça? La Ouais, chaleur OK. peut m'amener à être plus activé. Mhm. Et la lumière, de ne pas voir toute la salle. Ah oui, OK. Ouais, peut-être Ouais. aussi un défi d'adaptation. C'est toutes des choses par-dessus lesquelles je passe. Ben oui, parce que tu fais des shows toutes les semaines, probablement. Oui, exactement. C'est que J'ai l'impression que j'ai désensibilise plus que tranquillement. 6 ou 700 spectacles dans le corps aujourd'hui après 5 ans de travail à temps plein dans l'industrie. Mais ça vient de chercher encore ces Il éléments. faut que je le gère. Je le gère. Oui, OK. c'est toujours présent. Et c'est quand je regarde mes premiers gong shows, parce que les gens m'ont commencé à me découvrir au travers de cette série web-là, je me vois beaucoup, beaucoup hyper vigilant. Ouais. Il y en a qui peuvent penser que c'est du TDAH, il y en a qui peuvent penser que c'est de l'hyperactivité ou de l'excitation, mais dans mon cas, c'était de l'hypervigilance. OK. J'essayais de gérer tout ça en même temps. Ouais. Dans OK. un milieu de l'humour où c'est que tu es jugé constamment pour ce que tu dis, pour ce que En tu plus, fais. ben Ouais. oui. Donc, de savoir que sur scène, je suis autant épié que quand j'avais un uniforme militaire sur le dos, c'est particulier. Vraiment. Puis en plus, Ouais. bon, pour en avoir fait un petit peu, tu sais, moi, je me dis tout le temps, il n'y a pas mort d'homme, c'est Non. pas la fin du monde, mais moi, j'ai pas eu cette expérience-là versus toi, tu l'as. Fait que pour toi, il peut avoir mort d'homme à chaque Ouais. fois, tu sais, c'est... Mike Ward disait à un moment donné sur un des spectacles, il était le juge du Gong Show, ça fait déjà, je pense, plus qu'un an, ou du moins ça fait un an, c'était le 100e du Gong Show Ouais. au Club Soda. Si vous Soda, voulez j'étais là. revoir l'épisode, allez voir ça. Mike dit, c'est en blague, j'aurais souhaité te voir manifester des signes et symptômes du PTSD, ça aurait été drôle. Hé, t'as C'est- pris ça comment? Mais c'était vraiment drôle. C'était un très bon gag. Mais en même temps, je pense qu'il y a une partie de ça qui est vraie. Je pense qu'on s'attend à ce qu'un jour, je pète un plomb. Ah ouais? J'ai l'impression que pour le moment, tout va bien, Madame la Marquise, mais qu'il y en a... Pogne un il y en a- heckler, là. Non, au contraire, c'est ce que j'adore. J'adore Ah, les ok. clubs. Mais de toute façon, j'en ai pas beaucoup parce que quand j'ouvre la bouche, les gens écoutent. Ou ils sont intimidés, je sais pas. Ou ils ont peur. Oui, c'est ça. Mais les gens ont peur au début. Ah oui. Mais ça fait partie des préjugés, Ouais. sa Ben maladie oui. mentale. Étant donné que je suis quelqu'un qui est formé pour être capable Moi, je suis d'avoir la comme, viens capacité de chez faire nous. mal, ben oui, viens chez nous. Moi, j'ai aucune peur, là. C'est Tu te parqueras dans le garage, puis moi te faire une pizza. Moi, je veux l'amour et la joie et la paix. J'oublie. Tu vas J'habite voir au quand Canada. on est mort, là, hein, c'est ça qui arrive. paisible en tabarouette.
Mais c'est des préjugés qui sont là. Ouais. Et j'ai l'impression que, au-delà de me regarder comme un humain normal, tu sais, qui fonctionne avec ses problèmes de santé mentale comme beaucoup de gens, ben, on me regarde différemment parce qu'on connaît davantage la maladie. Oui. Puis la source aussi. Puis la source. Puis le fait qu'on soit entraîné, surentraîné, le fait que je suis allé aux forces spéciales, j'ai fait de l'infanterie. Donc, j'ai les capacités de si je veux faire du dommage, de faire du dommage. Exact. Ben oui, tu es entraîné pour ça. Fait qu'on a comme préjugé que il y a une forme... on n'a pas de contrôle dans cette maladie-là, mais c'est contraire. C'est faux. Les gens qui ont le plus de contrôle, c'est ceux qui, connaissent la maladie, deux, qui ont travaillé à essayer de faire de la désensibilisation et travailler autour de ces thèmes-là. Tu sais. Ouais. Mais encore aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas travailler là-dessus. Mais justement, parlons-en de ce que toi, tu as fait, parce que c'est la base du podcast. Donc, est-ce que tu es à l'aise de discuter c'est quoi tes symptômes ou c'était quoi les symptômes principaux du PTSD? Tu as parlé tantôt Les cauchemars. Les cauchemars. Les cauchemars étaient très envahissants. Ouais, je me réveillais mouillé. Je me rappelais pas toujours. Si je faisais pas toujours le même rêve, je me rappelais pas de ce que j'avais ce que j'avais fait comme cauchemar. Par contre, je me réveillais tout mouillé. Je me réveillais avec les muscles tendus. Très, très, très tendus. Maux de tête, les dents. C'est la mâchoire, des dents. Oui. Ouais. Okay. Donc, et ces problèmes psychologiques-là se traduisent aussi en symptômes physiques. Puis le manque de sommeil, fatigue probablement. chronique, exactement. Oui, donc, on tombe dans une phase de dépression. OK. Où est-ce qu'on n'a plus de plaisir à faire rien? Ouais. Où est-ce qu'on se jette? On va coper avec des choses qui vont être extrêmes pour être capable de ressentir quelque chose. Ah oui, OK. Et ça va être comme ça pour le restant de ma vie. Tu sais, je vais toujours chercher des sensations fortes, peu importe où est-ce qu'ils sont, sous quelle forme. Quelque chose. Ouais. Pour me sentir vivant. Oui, OK. Ouais. OK, intéressant. Fait que toi, est-ce que tu fais encore des cauchemars? J'en fais encore, oui. Okay. Ils sont beaucoup moins nombreux, puis ça dépend. Là, de ce temps-ci, sur TikTok, il y a 2 grands conflits dans le monde, et ces images-là de guerre, ben je les regarde et il y a un impact. Un petit trigger, là. Oui, exactement. Ouais. Fait que cauchemar principalement. Oui, puis on dirait que ça m'intéresse de regarder ça. Ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas. Ouais. Ça m'intéresse. Et étrangement, je me sens vivant à regarder ça et j'ai envie d'y aller. Ah ouais, Ouais. hein? Parce que, oui, je suis sorti blessé de là, mais je suis quand même sorti avec, je vais dire, une histoire positive. Tu sais, on a perdu des gens. Il y a des amis à moi qui sont morts, qui ont été blessés. Mais mon histoire à moi est quand même... tu sais, si j'avais pas mes 2 jambes aujourd'hui, probablement je te parlerais d'une façon différente. Probablement que j'aurais processé ça d'une façon différente. Le PTSD, quand tu es capable de le gérer, pour moi, je trouvais ça moins pire d'avoir un problème de santé mentale que qu'il me manque une main. Oui, je comprends. Puis même quand ça m'arrive de penser, est-ce que, mettons, une autre forme de blessure m'handicaperait davantage? Et ma réponse, c'est oui. Mais d'y retourner, ça augmente le risque que ça t'arrive. Ça augmente énormément le risque. Si je m'en vais là-bas, c'est comme mercenaire, donc tu n'as pas de support. Mais je comprends qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'anciens militaires, beaucoup de vétérans qui sont là-bas pour coper à des problèmes de santé mentale, peut-être. Puis encore là, c'est hypothétique. Là. Chaque personne est différente. Oui, c'est ça. On peut mais pas parler pour eux. Pour aller combler des besoins qui, peut-être, pour certains, sont pas au courant de la raison pour laquelle ils le font. Fait que toi, t'as clairement réalisé qu'il se passait quelque chose qui s'agençait à un choc post-traumatique avec ce que tu avais. Je connaissais très bien la maladie. Tu sais, j'avais lu sur la maladie. Les médecins, pas juste ça, on partageait avec les médecins les signes et symptômes. On ne voulait pas me donner le diagnostic parce que le diagnostic m'amenait directement vers la sortie des Forces armées canadiennes parce que je ne rencontrais plus les règles universelles de service. Exemple, juste en prenant une médication de façon constante. Ils n'aiment pas ça, là. Ben non, ça faisait en sorte que tu n'étais pas déployable. Donc, tu devais sortir du système pour donner la place à un homme ou une femme qui avait, elle, la santé pour ne pas prendre de médication ou du moins de ne pas avoir à avoir des rendez-vous réguliers pour être capable de déployer
Oui, puis on pendant comprend, 6, là, je veux dire, 9, c'est 12 sûr. mois. Hein. Ouais. Tu veux quelqu'un qui est top shape pour y aller. Exactement. Puis qui va Là, aujourd'hui, pas, c'est différent. Puis tantôt, tu me parlais d'entraînement. L'entraînement est un peu différent. Ça s'est amélioré, mais il faut quand même qu'il y ait un entraînement de cette nature-là à cause de la nature du travail. Mm-hmm. Fait que là, tu as décidé, bon, tu as lu là-dessus et puis c'est quoi ton premier step? Qu'est-ce que tu as fait pour gérer ça? Un événement que je me rappelle très bien, c'est que je dormais par terre, en boule, avec mon arme de service. Chez toi? Non, au travail. Au travail. Tellement brûlé, à un moment donné, il fallait que je me repose et c'était souvent armé à côté d'un collet. Okay. Donc, c'était comme ça que je trouvais la paix pour être capable de m'endormir. OK. C'est arrivé souvent en Afghanistan qu'on s'est fait réveiller avec des explosions et des tirs. OK, ouais. Fait que ça, c'était ton... J'ai dormi armé plusieurs années. Ouais. Plusieurs années avec ton arme. Ben, pas mon arme de service, mes armes personnelles. Oui, bien oui. Ouais. Parce que armées. j'imagine que tu n'as pas le droit de les avoir chez toi. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Tu es allé à l'encontre de plusieurs... Règles. Exactement, parce que les armes à feu sont régies. J'avais le droit d'avoir des armes à feu. J'avais mon permis d'armes à feu, possession, acquisition, même d'armes restreintes. Mais est-ce que je les utilisais correctement? Non. Puis là, je sors peut-être de la traque, mais est-ce que tu es avec quelqu'un à ce moment-là? Tu sais, je veux dire, moi, je pense à si je dors à côté de quelqu'un qui vit ça, tu sais, est-ce que... J'ai eu des conjointes pratiquement toute ma vie. Un, à cause de la lacune affective, mais deux, parce que j'ai toujours aimé la dynamique de couple. J'ai toujours trouvé ça plus riche que faire solo. Et oui, j'ai fait peur probablement à plusieurs... En te réveillant avec tes cauchemars, puis dormir avec avec une arme à côté. Oui, tu sais, de me faire dire que je me réveillais en panique, en criant, puis dans le noir, de ne pas voir en avant, mais d'être prêt à attaquer. Oui, puis tu aurais pu l'attaquer si tu étais moindrement endormi. Oui, j'aurais pu. Bon, heureusement, c'est pas arrivé, mais... Faire peur à toutes les femmes là, qui sont avec quelqu'un. Je peux couper ce bout-là si tu veux. Non, c'est great. Continue à renforcer les préjugés. Oui, on est dangereux, on a des menaces. Non, mais... Dormez pas. Dormez un œil ouvert ou avec une arme. Non, mais le best, c'est du pepper spray. Parce qu'il reste une petite odeur après, de cayenne. Fait que de là, l'expression, c'est cayente. Oh my God. Elle n'est pas bonne, hein? Non. OK. Je prends une gorgée. Fais-la pas. OK. Et donc... Mais oui, j'ai fait peur. Oui, c'est sûr. J'ai fait peur. Donc... Même de ne pas me comprendre non plus, tu sais, de comprendre que tu n'as pas de contrôle sur ce qui se passe dans ton cerveau, c'est pas le fun, là. Absolument. C'est pas le fun. Tu te sens, à la limite, tu es en train de virer fou, là. Dans les mécanismes pour coper, tu sais, la première chose qui vient dans les premiers signes de ça, parce qu'avant que ça devienne un syndrome post-traumatique, ça peut être une blessure de stress opérationnel. C'est avec le temps et les symptômes, puis dans le continuum des symptômes qu'à un moment donné, ça ne devient plus une blessure de stress opérationnel, mais un syndrome post-traumatique, un choc post-traumatique. Je ne sais pas si je m'en allais avec ça, mais... mais la façon de coper avec tout ça. La première chose qui est arrivée, c'est des pilules pour dormir. OK. Oui. Puis, écoute, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qu'ils ont des petites pilules pour dormir à côté de leur table de chevet. Donc, c'est comme ça. Puis, on le sait que ces pilules-là, pour tomber endormi, sont addictives. Donc, tu peux rester accroché rapidement là-dedans parce que ça fonctionne très bien. Tu peux être fonctionnel là-dessus pendant plusieurs années. Est-ce que tu avais des douleurs physiques qui s'accompagnaient? Oui. En fait, mon corps est, à tout point de vue, invalide. J'ai tellement de blessures sur mon corps, puis pas juste des blessures que tu peux guérir avec de la physiothérapie là, ou de l'acupuncture. C'est des blessures qui sont dégénératives. Donc, je le sais que j'irai jamais mieux, mais je peux contrôler la chute, par exemple. OK. Parfait. Fait que là, tu as tes petites pilules, puis là, tu décides... C'est le fun que tu dises ça de même. Tes petites pilules. Tes petites pilules pour dormir. Oui. Avec un petit bandeau sur les yeux puis de la tisane? Non, même pas. Ah non. Non, faut que je vois. Ben oui, non, mais... j'ai dormi la lumière ouverte longtemps aussi. Longtemps. Mm-hmm. Okay. Comme un enfant. Ben oui. Même enfant, je me souviens, je dormais la lumière ouverte aussi. Mais t'as pas le choix. C'est comme ça que tu vas gérer ta vie
il faut que tu dormes. Parce que pas dormir, c'est la première chose qu'il faut que tu fixes, c'est le sommeil. Exactement. Fait que tu vas prendre le chemin qui va fitter, puis tranquillement, tu vas t'adapter à une affaire à la fois, j'imagine. Là, après ça, justement, au niveau de l'adaptation, c'est la médication. Donc, dans le système militaire canadien, il y a une médication qui était un programme en continu, je veux dire, parce qu'il faisait de la recherche et du développement aussi avec nous. Il donnait une médication qui s'appelait le Nabilon, le Sésamètre, qui est un dérivé de cannabinoïdes. Donc, ce médicament-là, en particulier, c'était des molécules extraites à base de cannabis, bloquaient les cauchemars. Ça fonctionnait très, très, très bien pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça a été cette médication-là, plus des antidépresseurs. Puis là, tu réalises que les antidépresseurs t'amènent à un niveau où est-ce que tu deviens pratiquement un homme. Puis encore là, c'est erreur. On en a passé plusieurs formes de je vais juste nommer part de trazodone, puis va-t'en jusqu'au plus élevé, là. En ce qui parle de tout ce qui est narcotique, mais beaucoup d'essais-erreurs. Donc, c'est une adaptation à chaque fois que tu changes de médication ou que tu ajoutes une médication, parce que avec une médication ou une autre, les interactions sont changeantes. Puis après ça, il faut que tu t'en ailles vers une forme de thérapie parce que tu réalises que tu dois désensibiliser plusieurs triggers, tu dois désensibiliser des thèmes, il faut que tu désensibilises des événements. Des axes, oui. Donc, tu dois regarder qu'est-ce qui est le plus envahissant et attaquer ce qui est le plus envahissant de front. Moi, étant donné que je discutais avec mes professionnels de la santé de la maladie, on arrivait avec des médicaments à me rendre fonctionnel. Puis j'étais encore très actif comme athlète à ce moment-là. Donc, je réussissais à m'étourdir suffisamment pour pas que je me pose trop de questions. Mais je savais que je devais agir. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, c'est le temps d'aller me soigner parce que pour les autres autour, je suis pas le fun, là. Je suis pas le fun. Je dors partout. L'agressivité, de l'impatience, irritabilité. Fait que là, à un moment donné, tu réalises que pour les autres, t'es pas le fun pantoute. Mais tu l'as fait pour les autres, mais tu l'as fait pour toi. Au début, je l'ai fait pour les autres, je crois. Ouais. Les cauchemars, c'était pas drôle. De faire peur. Quand tu fais peur à quelqu'un que t'aimes, mettons que tu tapes pas sur l'épaule le lendemain, là. Non, tu te demandes, je devrais-tu passer dans l'autre monde, tu sais? C'est ça que tu te demandes. Donc, il faut que tu combattes les pensées suicidaires aussi. Ce qui m'a aidé en partie, c'est que je me suis mis à aider les autres aussi. Parce que je pense que ma compréhension de la maladie, j'étais meilleur pour l'expliquer et de donner des conseils que moi d'appliquer les conseils qu'on m'avait donnés. Tu sers à quelque chose. Exactement. Donc, puis là, tu t'étourdis dans la relation d'aide, tu veux sauver tout le monde. Tu trouves une raison. Mais la personne que tu dois sauver, c'est toi. Pour être là pour les autres. Mais c'est souvent... c'est très... c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a beaucoup... Puis là, je généralise, là, mais... tous ceux qui travaillent, pas tous ceux, mais beaucoup de gens qui travaillent en santé. Tous des sauveurs. Il y en a beaucoup, je pense. Puis il y en a qui veulent comprendre des affaires qu'eux, ils vont là-dedans aussi. Il y a ce pattern-là. Mais je généralise. Il y en a beaucoup qui veulent prendre les autres en charge. Aussi. Ils veulent faire une prise en charge puis faire une différence. Tu sais, quand que les gens disent « J'aimerais ça faire une différence pour les autres », c'est pas pour les autres que tu veux faire une différence, c'est pour toi. Il y a ça. Tu veux rechercher de la valorisation. Exactement. Tu veux être capable de concrétiser une formation. Tu ne pas concrétiser, mais d'arriver à des résultats suite à ta formation, suite à ta comment je peux dire ça? Est-ce que tu as comme diplôme? Tu sais, parce que beaucoup de professionnels de la santé que j'ai changé parce qu'il y avait trop l'esprit du sauveur. Moi, j'avais besoin d'accompagnement. J'avais pas besoin d'être sauvé. Il y a certains qui ont besoin d'être encadrés davantage, mais moi, j'avais besoin davantage qu'on m'accompagne, qu'on me gère. J'en ai changé plusieurs. Merveilleux. Et j'en ai changé plusieurs aussi avec qui le fit n'était pas bon. C'est souvent ce que je vais partager aux gens, c'est si vous avez un ou une thérapeute qui vous accompagne et vous n'êtes pas à l'aise, soyez à l'aise de changer. Ben oui. Et tous les thérapeutes vont comprendre que c'est juste pas le bon fit. Il y en a qui vont le prendre personnel.
mais ça leur appartient. Oui, exactement. Ouais. Mais la personne qui est importante, c'est la personne qui est le patient. Absolument. Donc, changer souvent. Au début, ça me mettait mal à l'aise, mais à un moment donné... Soyez patient aussi. Oui, donner plus que 2 rencontres. Oui, il y a ça, absolument. Puis il en manque, là. C'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous. Mais dans l'armée, il était bien équipé. Ah oui, OK, ouais. Bien équipé, bien formé, spécialisé. Disponible. Il ne manquait pas de ressources. Puis il n'en manque pas non plus aujourd'hui. Il n'en manque pas... tu veux dire dans l'armée? Dans l'armée, dans les anciens combattants, les services sont dédoublés. Il manque pour quelqu'un qui veut se prendre en charge, pour quelqu'un qui veut des soins, des services, si la blessure est reliée au service. Puis c'est ça qui est important, parce qu'il y a une responsabilité. C'est pas vrai que tous les problèmes de santé mentale doivent être payés par les deniers publics. Donc, il faut que, si l'État te prend en charge, il faut que ce soit l'État qui te magané. Fait que la complexité dans les services aux anciens combattants, c'est aussi dans la reconnaissance que la maladie mentale, c'est pas une maladie qui est originaire de ta naissance, qui n'est pas héréditaire, tu sais, mais que ça vient de ton service. De ton service. Parce que c'est important de le comprendre, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y en a pas de service. Bien, ta maladie, est-ce qu'elle est associée au service ou c'est une maladie que tu avais avant? Tu sais? Puis encore là, il y a tout ce qui est prédisposition. Parce que là, ils sont rendus à faire je ne sais pas si ça se fait encore, mais à faire des tests sanguins, à savoir si tu avais des prédispositions génétiques à certaines maladies. Mais tu peux refuser un acte médical. Bien, le rendu faites-les avant qu'ils partent. Oui. Faites un test sanguin avant pour après. Moi, j'avais refusé de me prêter à ce jeu-là. Ouais. J'avais réussi parce que je connais bien la loi, mais il y avait beaucoup de pressions qui ont été mises parce qu'eux autres, probablement, avaient l'intérêt à savoir est-ce que tous ceux qu'on supporte n'avaient pas des maladies avant. Sous-jacentes, exactement. Ce qui faisait en sorte, puis je les comprends de vouloir faire ça, mais ils ne veulent pas payer après. À la base, c'est au niveau du recrutement, parce que, puis là, je vais faire un parallèle entre les forces armées régulières et les forces spéciales. Quand on joint les forces spéciales, là, tu as un processus beaucoup plus rigoureux au niveau de l'état mental que si tu rentres comme soldat normal où est-ce que tu as à peu près rien, sauf une entrevue de base. Donc, tu peux joindre les Forces armées canadiennes avec bien des problèmes de santé mentale ou des prédispositions de santé mentale qui vont faire en sorte qu'ils vont exacerber peut-être certaines situations, certains événements. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais des services, il y en a même qu'on est vraiment bien équipés. Vraiment bien équipés. Même quand, moi, à un moment donné, je voulais tous les prendre, je voulais me sauver à n'importe quel prix. Puis je prenais des services qui étaient... C'était pas vraiment pour toi. Ben non, je prenais le même service 2 fois. OK. Oui. Dans le fond, le programme était semblable qu'un autre programme. C'est juste ça venait d'une autre organisation. Des fois, c'était au privé. Des fois, c'était subventionné par le public ou ça venait de l'appareil public, des anciens combattants ou de l'armée. Mais j'ai été super bien accompagné. Et les services étaient là. Fait que là, tu es allé voir une thérapeute ou un thérapeute en santé mentale. On m'a assigné. On t'a assigné quelqu'un. Parce que là, j'étais en processus, lorsque le diagnostic est tombé, j'étais en processus de libération. Donc, en attendant d'être libéré, ils vont trouver des tâches, en plus de tous les rendez-vous pour les spécialistes de santé, qui vont t'accompagner jusqu'à ta sortie. Donc, tu sais que c'est une fatalité, tu ne seras plus un soldat. Et là, ça amorce le processus de réintégration à la vie civile. Pour certains, c'est le retour aux études. Pour d'autres, c'est l'invalidité complète. Donc, l'éventail est large. À savoir, parce que tu peux être complètement invalide et vouloir continuer à dépasser tes limites, à te mettre à risque et à retourner sur le marché du travail. Il y en a beaucoup qui ont été poussés là. 1, par des assureurs ou 2, par des gestionnaires qui n'étaient pas assez bienveillants. Même si la personne rencontrait les critères d'invalidité, on le poussait vers le marché du travail pour pas que ça coûte rien à l'État. Exact. Ouais. Il y a de ça aussi. Ouais. Bon. Il y a des petites croches un peu partout, là. Oui. Mais toi, heureusement, tu as été voir... tu as été attitré à
à ta réhabilitation. Oui. Donc, c'est là que ça amorçait le processus de psychothérapie. C'est de la psycho. Est-ce que tu te rappelles le nom de la psychothérapie? C'est-tu quelque chose en particulier? J'ai fait du EMDR, entre autres. Oui, EMDR. Le mouvement rapide des yeux. Des yeux. Mais avant ça, parce que je n'étais pas prêt. Lorsqu'on m'a assigné une thérapeute, premièrement, je voulais une femme. Parce que je savais qu'une femme avait beaucoup plus d'empathie qu'un homme. Du moins... dans ta croyance de mon échantillonnage à moi. Oui. Ouais. Et ça a été un petit peu plus compliqué. Et bien, au début, mes services étaient en anglais aussi. Je voulais que mes services en français parce que j'avais de la difficulté. Je suis bilingue, mais j'avais de la difficulté à exprimer vraiment certains fondements de mes émotions davantage. Déjà que tu es coupé, on ne va pas les dire en anglais en plus. Exact. Ouais. Donc, les services se sont, je vais dire, améliorés avec le temps. J'ai développé une bonne relation avec plusieurs thérapeutes parce qu'on traitait aussi pour la dépendance, on traitait pour le syndrome post-traumatique. Mais avant de prendre tous ces services-là de front, je n'étais pas prêt à rentrer en psychothérapie tout de suite. Je n'avais pas confiance. OK. J'avais peur aussi de l'état émotionnel dans lequel j'allais me trouver et à savoir si j'allais continuer à être fonctionnel même si je fais de la thérapie. Je comprends. Fait que beaucoup de peurs qui m'ont amené à faire une méthode par moi-même. Je te dirais, la première année, j'ai fait beaucoup d'exposure thérapie par mois. Puis l'exposure thérapie, ça consistait à écrire mon histoire, écrire les événements traumatiques, raconter émotionnellement comment je me sentais lorsque j'étais sur le terrain et émotionnellement comment je me sentais lorsque je m'y remémorais. Donc, Est-ce que ça, on t'a dirigé vers ça ou c'est toi? On m'avait dit que c'était une forme de thérapie qui existait. On souhaitait que je le fasse dans le bureau avec les spécialistes. Moi, j'ai décidé de le faire par moi-même. OK. Je le conseille pas à personne parce que tu dois dealer avec une charge émotive seul que tu n'as pas nécessairement apprivoisé. Mais je me sentais suffisamment fort pour le faire. Donc, j'ai écrit, je me suis enregistré, je me suis écouté des centaines et des centaines et des centaines de fois. J'ai brûlé des enregistrements, j'ai brûlé des feuilles. Puis ça a duré... Symboliquement, là. Oui, c'était un geste symbolique. Ouais. D'après moi, ça n'a pas eu un grand impact, mais j'ai juste suivi. Tu l'as fait, oui. Je l'essaye. Oui, puis j'étais prêt à essayer tout pour aller mieux. Ma volonté à vouloir être qui j'étais plus jeune, je voulais retourner là. Puis est-ce que ça t'a aidé? Oui, énormément. Ah oui. Tu as fait ça pendant 1 an, tu dis? Oui. Et ça m'a aidé et me préparé là, rentrer dans une autre phase de thérapie. Parce qu'à un moment donné, on a essayé aussi au niveau des odeurs. Parce qu'il y avait... l'armée canadienne possédait des machines de reconstitution d'événements avec les odeurs, les images, les sons. Tous les sens. Ça aussi, c'est une forme d'exposure therapy. Puis, in between, j'ai fait un peu d'EMDR. OK. Ce que j'ai probablement trouvé le plus difficile de vivre les émotions en présence de quelqu'un d'autre, ou est-ce que... Tu montres ta vulnérabilité. Oui, tu retournes quasiment à l'étape fœtus, là. Tu sors de là et tu n'as plus d'énergie, tu retournes chez vous, tu te considères que tout est de la merde. Ah. Ouais. Ah ouais. Hein? OK. Tu as fait ça combien de temps? Je suis encore en psychothérapie, 1 fois par mois. Puis je pense que je vais l'être pour encore le restant de ma vie. Non, pas du tout. On fait du maintien. OK. Donc, oui. Ben, c'est bien. Gestion de la douleur, maintien des acquis, c'est pas mal là qu'on est. À moins que, dans le courant des choses, il y a d'autres choses qui apparaissent. D'autres pensées intrusives, d'autres flashbacks. Et là, on serait obligé de retourner en traitement. Puis même récemment, je me suis dit, est-ce que je prends une pause de l'humour pour retourner en thérapie? Parce que la beauté de l'humour, puis ça, je ne l'avais pas vu du tout. Je pensais même pas faire de l'humour de façon exutoire. Je pensais faire de l'humour pour aller faire des gains émotionnels. Mais j'ai réalisé que le plaisir, le rire, cette émotion agréable-là a aussi réveillé d'autres émotions que je n'avais pas traitées. Okay. D'autres événements que je n'avais pas traités. Donc, c'est là où est-ce que je suis présentement avec les podcasts. C'est une forme de thérapie, d'en parler. Donc, je vis des choses que je n'ai jamais vécues avant dans cette nouvelle carrière-là. Parce qu'on joue avec les émotions. Puis, quand tu disais tantôt que tu cherches les grosses émotions, est-ce que
étant des nouvelles émotions, ça s'équivaut à être des grosses émotions? Oui, la nouveauté peut augmenter l'intensité. Par contre, rapidement, Tu comprends la game. Oui, c'est ça, ça va être moins intense. Ça redescend là. tranquillement. Ouais. OK. Donc, je suis toujours à la recherche de nouvelles sensations, Puis, d'expériences humaines aussi extraordinaires. Puis au travers de la scène, ben c'est un beau terrain de jeu. Ça vient de chercher. Puis ce que tu racontes sur scène, il y en a quand même un peu. Là. Tu parles de ce que tu as vécu. Pas nécessairement pas juste ça. Là, mais... Par contre, je voulais me laisser le temps d'apprivoiser cette nouvelle réalité-là. Donc, je ne vais pas énormément dans les émotions. Mon but comme humoriste était d'être efficace, humoristiquement parlant. Je voulais aller prouver mon efficacité. Je voulais donner ma carte de visite, ma couleur, mon odeur, qui est celui d'avoir passé 20 ans de ma vie dans l'armée. Mais quand j'ai réalisé que l'accueil du public québécois envers ce choix de carrière-là était... ça va pas rejoindre favorablement l'ensemble des gens. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés. Ouais. Fait que l'accueil, étant donné que c'est pas là, mon goût de parler de mes émotions, ce qui m'est arrivé, c'était pas ma priorité. Okay. Ma priorité, c'était davantage de me protéger de ces critiques-là, de ces préjugés-là. Oui, je comprends. Et plus je me rapproche de l'épicentre de Montréal, plus je me rapproche de cette pensée collective-là que l'armée, c'est pas correct. Ouais. Je le vis moins en région, encore moins au Canada anglais, mais plus qu'on se rapproche de la métropole, plus c'est on a une aversion à ça. Oui, exactement. Moi, il y a des spectacles où est-ce que j'ai pas encore ouvert la bouche, l'animateur me présente comme vétéran et humoriste, et la femme se place complètement pour me montrer son désaccord, prend sa chaise, puis la tourne de l'autre côté. Mon Dieu. Pas de dos à moi, mais comme à 90 degrés à moi. Tout de suite, et tout le long de mon numéro, tu n'es pas une bonne personne. C'est ça. Donc, on passe un message, voilà la manifestation. Puis moi, il faut que je deal avec mes problèmes de santé mentale. Il faut que je deal avec mon hypervigilance. Ça l'arrive. Je sais pourquoi ça arrive. Je ne suis pas un cadre. Je la ressens aussi parce que c'est ça qui est drôle, c'est que les gens pensent que je ne suis pas capable de réaliser ou de sentir qu'ils ne sont pas favorables à ma présence. Mais parce que je suis un hypersensible, ils n'ont pas besoin de dire rien. Et je le sais tout de suite. Fait que ça m'amène à gérer aussi mes émotions. Puis ce qui serait, mettons, mon premier mécanisme de défense, ce serait de me sauver. Mais je fais quelque chose que j'aime dans la vie. Puis j'y tiens. C'est une passion de faire rire les gens. D'être dans cet état-là, d'effervescence, d'adrénaline, de bien-être. Donc, moi, je cours après ça, là. Et je suis prêt à prendre les hits pour en arriver à mon objectif. Pour continuer à faire ça. Fait que là, pour l'instant... Donc, je suis moins motivé à parler, de mes émotions dues à ces blessures-là, reliées au service. Et pas juste ça, l'adaptation que je dois en faire aussi pour être suffisamment éloigné émotivement du sujet pour pas que ça nuise à la comédie, parce que beaucoup d'humoristes vont se prendre des causes sociales qu'ils vont avoir à cœur, vont les amener sur scène. On va sentir que sont pas dans le bonheur, sont pas dans l'humour, sont pas dans le plaisir, sont dans la revendication, sont dans ça va jusqu'à la violence, tu sais. Oui, ça prend de l'expérience pour écrire quelque chose qui est chargé autant, puis le virer de bord. Ça prend un détachement, je pense, pour bien servir l'humour. Ouais. Les gens y arrivent, mais il y a une démarche aussi à faire au travers de ça. Ben oui. Et ma démarche artistique, je pense, va à la vitesse que moi, j'apprivoise ces nouvelles émotions-là. Toi-même, exact. Ce rejet-là, parce que d'avoir perdu sa mère, une blessure de rejet, j'en ai une. Et à chaque fois que quelqu'un qui manifeste que j'aurais pas dû faire le choix de joindre l'armée, j'aurais dû mieux savoir, la position politique de l'armée, ou que j'aurais pu choisir la nature, j'aurais dû comprendre et d'être éduqué suffisamment pour comprendre la nature du travail. Là, tu vois, je la vis l'émotion. Ouais. Fait que comme si à 20 ans, quand tu faisais le choix d'une carrière, de ton choix. Moi, j'étais en toute connaissance de cause sur le choix que je faisais de ma vie. T'es pas un enfant. Pas du tout. Moi, je voulais devenir un homme. Je voulais devenir quelqu'un. C'est ça, on connaît pas
Je voulais pas devenir un conservateur, je voulais pas devenir quelqu'un de l'extrême droite, je voulais pas devenir un mangeur de bébés, Moi, je voulais faire du bien dans ma vie. Mais exact. Puis moi, personnellement, être un militaire, oui, c'est un choix particulier, absolument. Ça vient avec des responsabilités énormes et des actions que peu de gens auraient. Ça, tu le réalises quand c'est live. En opération, j'ai réalisé à quel point on avait un pouvoir qui était même trop grand pour des gens qui n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens. Oui, ça, je l'ai réalisé sur le terrain. Mais c'est sûr, tu peux pas quand tu as un pouvoir comprendre de vie ou de mort, oui, tu as des règles à suivre parce que la guerre, il y a des règles. Traité de la Haye, Convention de Genève, tout ça. Mais sur le terrain, ça se traduit différemment. C'est un autre game. Là. Ouais. C'est ta vie versus celle d'un autre. Tu sais. Ouais. Mais il y a un mercenaire qui m'expliquait qui était en service en Ukraine et il s'était joint à une faction là-bas. Je nommerai pas personne ni aucune faction, mais qui a été obligé de combattre aux côtés des gens qui faisaient des viols. Des viols de mineurs. Si ça, c'est pas suffisant pour te faire virer les talons et crisser ton camp de là, ben laisse-moi penser que tu es crissement déconnecté. Oui. Puis de penser que tu fais du bien si tu es à côté de gens comme ça. Oui, t'es pas là. Ma première idée, c'est que t'es pas une bonne personne. Puis ça, il y en a dans tout. Il y en a même pas juste il y en a pas à la guerre seulement, il y en a dans tout. Là, ces gens-là, ils existent. C'est pas exclusif à ça, mais... mais moi, personnellement, Mais t'es allé là, toi, avec le désir d'aider, avec le support de mon gouvernement. Exactement. Tu sais, t'es allé là pour... Ça, c'est une autre affaire. Hein? Ouais. Quand je parle de gouvernement, puis je parle de Canada, au Québec, on a de la difficulté à accepter ça. C'est comme si j'avais pas le droit d'être Canadien. Il fallait que je sois Québécois. Et Chris, si je suis séparatiste, c'est encore mieux dans les arts de la scène. Tu as servi ton Canada, tu n'as pas servi ton Québec. Oui. Mais je suis un Québécois qui a servi le Canada. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à tous les Québécois, non, vous ne servez pas les Forces armées canadiennes parce que vous ne servez pas votre nation. Tu sais, j'ai encore cette dualité-là aujourd'hui. J'aime le pays, mais j'aime le Québec. C'est comme si j'avais deux pays, mais deux pays en un. C'est pas parce que j'aime le Québec que je dois détester le Canada. Oui, exactement. Mais il y a ça dans la société, ce qui complique le fait qu'aujourd'hui, je suis une personnalité publique avec pas cette dualité-là, parce que pour moi, c'est pas une dualité. J'ai pas à faire un choix. Si un jour j'ai à faire un choix, je ferai le choix du Québec, mais c'est pas le cas. Ouais. La journée que le référendum va arriver, là, je vais être face à un choix. Mais pour l'instant, j'en ai pas de choix. Puis je suis pas là pour militer sur la place du Québec au Canada. Je suis là pour vivre les arts de la scène. Fait que je trouve que c'est beaucoup de politique pour faire des arts. Absolument. Je trouve qu'il y a trop de politique dans les arts. Ouais. Ça devrait être plus simple que ça. La règle numéro 1 en humour, c'est be fucking funny. Fait que sois drôle. Oui, c'est ça. T'es là pour faire rire les gens. T'es là pour que ça soit lousse. Si à chaque fois que je monte sur scène, je m'en vais éduquer le monde que le Québec, là, c'est pas un pays. C'est le Canada. Non, ça m'intéresse pas. Mais toi, ça t'intéresse pas, puis ça vient lourd aussi pour le public. Oui, ça vient lourd. Ça vient lourd. Ils s'en vont pas là pour faire une conférence ou de la pédagogie, mais de plus en plus en humour. Puis depuis la pandémie, c'est encore pire. Il y a une exacerbation des nouveaux humoristes, ou même, je te dirais, les autres arts de la scène qui ne trouvent pas preneur pour le billet, viennent produire de façon humoristique leur forme d'art pour trouver un public. Ouais. Parce que le Québec, l'humour vend énormément. Mais je trouve qu'il y a aussi une vague dans les dernières années d'affirmation de soi, de qui on est, de notre identité énormément. Tu sais, c'est monnaie courante de voir... Bon, là, on parle des humoristes parce qu'on connaît ça, mais... de tout de suite s'affirmer, je suis tel, ça c'est mon genre et c'est mon orientation sexuelle. Pourquoi tu penses que cette volonté-là? On a vraiment un désir de s'identifier intensément où est-ce que, mon Dieu, ça prend beaucoup de place. Oui. Ben oui, quelqu'un se présente à toi. Bonjour, mon nom c'est un tel. Ouais. Je suis lesbienne. Oui. Tout de suite. Pourquoi moi je me présente pas en donnant mon orientation sexuelle parce que ça n'a pas de bon sens? Tu ne rencontres pas quelqu'un pour la première fois puis d'affirmer ton orientation. Exactement. Je me crisse pas mal avec qui tu couches. Là. Oui, exactement. Que ce soit un homme, un cheval, un chien. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais.
ça n'a rien rapport avec notre relation humaine à nous, avec qui tu couches. Ouais. Ou après quoi tu étais attiré sexuellement, ou qu'est-ce que tu as dans tes culottes. J'en ai rien à foutre, mais il y a des gens qui en prennent une grande importance de le nommer, de comme tu dis. Exactement. Alors, tu penses, ça vient de où, cette affirmation-là de soi qui est nécessaire? La volonté d'être différent, peut-être? Bien, on veut exprimer les différences. On veut les montrer qu'elles sont là, parce qu'avant, on les présentait pas, même qu'elles étaient très mal vues, tu sais. Donc, aujourd'hui, on veut en mettre... beaucoup moins, disons. Là. Ça s'améliore, on va se le dire. Mais je pense que de s'affirmer sur qui on est, puis aussi qui on veut pas dans notre vie. Tu sais, comme, mettons, je prends ton exemple, tu es un militaire, tu es allé à la guerre. Moi, je suis une madame là, qui est contre ça. Là, fait que je veux pas voir ça dans ma vie, quelqu'un. Ouais. T'es pas supposé d'être dans mon champ de vision parce que moi, j'aime pas ça, puis je vais te le dire. Oui, je vais prendre mon temps, mon énergie. Au lieu de faire autre chose qui pourrait être profitable pour moi, je m'en vais te dire ce que toi... Je vais te le dire, c'est ça. Ouais. On s'affirme autant sur qui on est, mais aussi qui on n'est pas. Oui. Et puis là, je soulève l'hypothèse. Est-ce qu'il y a une souffrance en arrière de ça? Très bonne question. Très, très bonne question. On n'aura pas mais la c'est réponse, vrai qu'il y a une volonté de s'affirmer. Mais pas juste... Tu sais, c'est ça, je dis pas juste positivement, mais aussi négativement. Ouais. Mais les réseaux sociaux le montrent aussi énormément. Là, mais fait que toi, tu déranges les gens, puis sans connaître le fondement de rien. Ouais. Là, juste... Et les gens que je dérange, c'est souvent ceux qui se disent le plus inclusif du monde possible. Ah oui, hein? Oui. Ouais. Fait que... Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. C'est ça, c'est noir ou blanc. Oui, ça peut pas être nuancé. Mais si on apprend à te connaître... sur soi, là. Tout le monde, un petit peu. Et si on apprend à te connaître, tu es une bonne personne. Là, je vais changer ma pensée, mais seulement pour toi. Je vais garder mes préjugés, je ne les déconstruis pas, parce que sinon, ça chamboulerait ma structure de sens. Oui, c'est ça. Et là, je me remettrais à tout mettre en question, ce que j'ai bâti autour de mes croyances. Exactement. Oui, c'est exactement. ça. Donc, juste prendre le temps de s'écouter. Puis d'apprendre sur vraiment le fondement de la chose. Laissez les gens exister. Ouais. Laissez les gens... Ils respectent les lois et les règlements. Laissez-les exister. Ouais. De toute façon, s'ils ne respectaient pas les lois et les règlements, il y a des méthodes en place dans notre société pour faire de la répression. Oui. Donc, on n'a pas besoin de... Mais si je reviens... Oui. Ça m'arrive de... Non, mais c'est tellement intéressant. On peut en discuter tellement longtemps, mais... Le fait de vivre tout ça, bon, on parle de tes thérapies, oui, plusieurs thérapies de différents types que tu as fait. Puis aussi là-dedans, ce qui est à dire, c'est que des fois, c'était trop intense. Des fois, je les mettais... je me demande si je suis allé à 2 fois par semaine. Ah, mais t'es all-in, toi. Oui. C'est ça. Oui, je suis un intense, je suis un passionné. C'est all-in. Ouais. On règle ça maintenant. Et à un moment donné, c'était trop émotionnellement. Là, j'étais rendu... désagréable en crise pour le monde autour de moi. Ouais. Okay. Et puis, je le réalisais, là. Mais t'es pris là-dedans. Tu veux t'aider, tu veux t'en sortir, mais en même temps, tu fais du dommage autour de toi. C'est trop. Ben non, il faut t'apprendre tes limites aussi. Puis encore aujourd'hui, je remercie les gens qui sont encore autour de moi après avoir vécu tout ça, parce que c'est pas évident. Mais justement, les gens autour de toi... J'ose croire qu'ils t'ont aidé à passer à travers tout ça aussi. Je ne parlerai pas de ma vie personnelle, mais oui, les gens autour de moi m'ont aidé, m'ont supporté, m'ont toléré. Oui. Ouais. Mais c'est important d'avoir des gens aussi autour de soi. Mon but est simplement de dire on ne peut pas vivre ça seul, je pense. Non, il ne faut pas vivre ça seul. Non, c'est ça. Il ne faut pas vivre ça seul. Et le premier réflexe, c'est de ne pas partager autour de toi ce que tu as vécu ou ce que tu vis. Exemple, dans le développement de la psychothérapie, au fur et à mesure que les sessions avancent, avec les gens autour de toi, de dire, de ce temps-ci, là, voici ce que je passe au travers, puis je vais avoir besoin de plus de compréhension parce que je trouve ça difficile. Juste de le partager peut aider à ne pas tomber pour les autres qui t'entourent dans « j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Est-ce que j'en fais suffisamment? Pourquoi il est comme ça présentement? Est-ce que c'est parce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que c'est parce que je l'ai exposé à quelque chose? » Tu sais, de communiquer avec ceux qui sont le plus importants dans ta vie
au travers de ton processus de rétablissement, c'est très, très, très important. Il y en a beaucoup qui veulent s'isoler, qui ne veulent pas parler parce que c'est déjà too much la psychothérapie, donc il ne reste plus d'énergie pour expliquer à ton monde autour de toi à quoi tu fais face. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'opère comme émotion, comme changement à l'intérieur de toi. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au début, de ne pas partager. Puis à un moment donné, tu réalises que pourquoi tu ne partagerais pas? Fait que je prenais de l'énergie pour partager mon état. Et en partageant l'état, ben, ça rassure les gens autour que ben, tu ne t'enlèveras pas la vie demain matin. Ouais. Que Permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe un petit peu. Ouais, que tu ne quitteras pas la relation parce que tu ne vas pas bien. Je comprends. Et de donner espoir à ce que tu passes au travers aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter, qui vont dire « Ouais, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais passer au travers. » C'est vrai que tu ne le sais pas, mais si tu vois de l'amélioration, dis-le. Parce que si tu dis qu'il y a de l'amélioration, ben c'est de l'espoir, ça. Ouais. Tu ne peux pas donner de date, tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu vas retourner à être plus fonctionnel et plus agréable, mais de dire que je sens qu'il y a des changements qui s'opèrent, on s'en va dans la bonne direction, ma thérapeute dit que je travaille bien, que ça va bien, même si ça ne va pas bien, de rapporter le processus de rétablissement aux gens qui, eux, sont sains autour de toi, ben ça fait partie aussi de... Ouais. Ou de regarder aussi ce que tu as accompli jusqu'à présent. Ouais. De regarder... Souvent, on regarde en avant avec la grosse montagne qui reste, mais attends, mais tu as fait un bout en arrière, c'est important, ce bout-là. Là. Où tu fais un bout, ça va bien pendant un moment parce que, justement, le thème est davantage désensibilisé. Puis là, tu vas attaquer un autre thème. Puis là, les gens ne comprendront pas pourquoi ça allait bien, mettons, les 6 derniers mois. Puis là, tu as replanté. Bien, si tu n'expliques pas que tu viens d'attaquer un autre morceau, c'est un processus. Okay. C'est un processus. Puis pour ceux qui veulent des résultats rapides, bien, attendez-vous pas à des résultats rapides. Non, c'est ça. Encore là, chaque personne est différente. Oui, exactement. Mais chaque événement est différent aussi. Ouais. Mais pour désensibiliser quelque chose, ça prend beaucoup d'exposition. Mm-hmm. À mon avis. À le faire, oui. À le faire. Pour toi, du moins. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, donc, si on fait un wrap-up des choses qui ont fonctionné très bien avec toi pour que tu sois aujourd'hui quand même à l'aise à aller sur stage, de faire... accepter ma maladie. Accepter. Oui. Ouais. Accepter d'avoir cette étiquette-là. Mais là, en plus, c'est pire depuis que je suis une personnalité publique. Là. Mais d'accepter... Pourquoi c'est pire? Bien, parce que je le dis à tout le monde. Donc, tout le monde sait que j'ai cette maladie-là. Il existe des préjugés. Et je peux être évité, exemple, parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui avait un PTSD. Oui. Fait que d'accepter la maladie, accepter d'aller vers les services, accepter que ça va faire mal. Donc, la souffrance, quand tu veux qu'elle arrête... faut que tu rentres dedans en premier. Bien, ouais. Sinon, tu vas toujours penser au suicide. Tu vas dire, je ne suis pas capable, c'est trop lourd, c'est trop difficile, ça fait trop mal. Mais si tu as l'espoir que ça peut fonctionner, puis regarder les personnes pour qui ça a fonctionné, bien, ayez cette même croyance-là pour vous. Absolument, oui. Puis ça, c'est de la bienveillance envers soi-même. Mais quand on n'a jamais eu, c'est plus difficile. D'avoir de l'amour envers soi, là. Parce que beaucoup de gens, je vais même sortir de l'armée, parce que ça ne s'applique pas juste à l'armée. Ben non. On a appris beaucoup, les générations avant, d'être dans le faire avant d'être. Donc, c'est travail. Ta santé mentale, tu t'en occuperas un jour. Ouais. T'en occuperas, mais que tu sois rendu à la retraite. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours de faire et non d'être. Puis c'est plus difficile d'être bienveillant quand tu n'es pas capable d'être. Puis t'as-tu, donc oui, accepter, aller vers les gens, faire des thérapies, suivre évidemment les recommandations des médecins au niveau des médicaments, si c'est besoin. Médecins, pas juste les psychothérapeutes, mais tous les spécialistes. Tu sais, j'ai eu de l'ergothérapie. Oui. Où est-ce qu'on m'apprenait à gérer mes billes d'énergie dans une journée. Donc, ergothérapie en santé mentale ou ergothérapie du cours? OK. Les deux. Parce que j'avais une spécialiste en santé mentale comme ergothérapeute. Donc, quand je te dis les services étaient très, très spécialisés, c'est ça que j'avais droit dans mon cas.
Quelqu'un qui savait que si je vivais quelque chose de difficile psychologiquement, que fondamentalement dans mon corps, ça allait faire plus mal. Donc, quand on t'explique ça la première fois, tu dis « OK, ça fait du sens. » Ça fait du sens. Là, je comprends pourquoi j'ai si mal dans le corps, pourquoi j'ai mal à la tête, pourquoi j'ai mal dans le trapèze, en pensant que je me suis déplacé quelque chose en jouant au hockey. Non. C'est le stress vient à faire mal dans le corps, puis c'est exacerbé par les problèmes de santé mentale ou une situation conflictuelle ou un problème circonstanciel. Oui, ça vient tendre ton muscle. Là, j'explique ça aujourd'hui, ça semble facile, mais il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de... On te l'a expliqué aussi, absolument. Des podcasts comme celui-là. Oui. Mais qui m'ont aidé à comprendre. Exactement. À relativiser. Puis là, c'est un processus continu. Encore aujourd'hui, je suis en psychothérapie et je vais aborder soit des problèmes situationnels ou je vais continuer à parler pas l'évolution de la maladie, mais de l'évolution de certains signes et symptômes au travers de ce que je peux vivre. Mm-hmm. Est-ce que, là, je lance une piste comme ça, mais je pense à quelqu'un de sportif. Est-ce que tu as continué le sport? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien? C'est une question très importante parce que tout le temps de la thérapie intensive, j'allais jouer au hockey. OK. C'était un moment de ma vie, j'étais encore capable d'être actif à ce point-là, mais des fois, j'allais jouer au hockey 3 fois par jour. Par jour? Par jour. Pour être capable que quand j'arrivais chez nous, mon hamster arrêtait de tourner puis je tombais mort. Ouais. Donc, puis ma vie a toujours été comme ça. J'ai toujours poussé au-delà des limites pour aller chercher des sensations, mais aussi pour être capable de trouver un apaisement. Mm-hmm. Et en psychothérapie, c'était pour moi primordial d'aller jouer au hockey 3 fois par jour pour être capable d'arriver à la maison puis de tomber mort. C'est une manière que tu as trouvée de... Et quand mon corps continuait à se dégénérer, bien là, à ce moment-là, la médication devenait plus importante comme méthode pour coper. OK. Ouais. Donc là, et il y a eu une évolution au niveau de la médication aussi parce que mes reins se sont détériorés avec la prise de médication et j'avais déjà pris des suppléments pour l'entraînement. J'avais pris de la testostérone, j'avais pris des produits d'entraînement qui n'étaient pas légaux au Canada. Ce qui a fait qu'à un moment donné, si je me rappelle bien, j'étais en 2007 ou 2008 en Afghanistan, le médecin me rencontre et là me dit « Je sais que tu prends du stock, puis tu vas arrêter ça parce que sinon, je te rapporte à la police et on va prendre des actions qui vont être différentes. » Fait qu'il dit, tu n'as pas besoin de commencer à t'assiner avec moi. Il dit, je sais ce que tu prends et tu m'arrêtes ça tout de suite. Il dit, tes reins sont rendus à 80%. Oh! Ouais. Il dit, si tu n'arrêtes pas là, ben, tu vas te ramasser en dialyse très, très tôt dans ta vie. Fait que ça me fait peur. Ça fait peur, mais ouais, ouais. Mais je t'ai rendu aussi sa pente descendante de ma carrière d'athlète professionnel parce que j'étais athlète professionnel au travers de l'armée. J'ai joué pour l'équipe Canada militaire pendant 15 ans. Au hockey. Au basketball. Au basket? Oui. Oh. J'avais délaissé le hockey un peu parce que j'avais des plus grandes capacités dans le basketball. Puis le basketball me rejoignait davantage parce que c'était un sport où est-ce que tu étais plus proche du public. OK. Donc moi, cet aspect-là, spectacle, oui. C'était proche. Donc je voyais qu'en plus du sport... Tu pouvais jouer avec la crowd un peu. Oui, exactement. Puis... que le jeu se poursuivait. Petit clin d'œil. Oui. À l'extérieur du court de basketball. J'ai adoré ce sport-là. Adoré. OK. Jusqu'à ma retraite en 2015. Puis ça a été un deuil épouvantable de ne pas être capable de jouer encore. De jouer encore parce que jouer, c'était le bon mot. Même si je faisais ça très sérieusement, j'avais du plaisir. Vraiment du plaisir. Tu penses à rien. Go. J'étais vraiment juste dans le jeu. Ouais. J'étais dans le jeu. Puis le jeu était le fun. Puis là, aujourd'hui, tu fais-tu encore du sport? Aujourd'hui, je joue encore au hockey une fois par semaine. Si je joue 2 fois, c'est très difficile pour mon corps. J'essaie de me limiter à 1 fois par semaine dans une ligue de petits vieux. Mais j'ai repris goût à jouer au hockey parce qu'il n'y a plus de violence. En fait, j'avais quitté le hockey à cause de la violence. Ah oui? Ouais. Okay. J'étais tanné de la violence. Non, c'est rough. Non. Fait que là, 1 fois semaine, le restant du temps, tu joues? Oui, je joue au hockey. Je vais au gym, mais ma relation avec le gym n'est plus à manger du poulet bouilli et du brocoli. Là,
Je m'en vais là pour faire du maintien, Oui, c'est pour avoir ça. une petite pompe, je me sens bien dans ma peau. C'est ça, oui. Mais plus que la scène prend de la place, moins je C'est vais ça. m'entraîner. C'est ça, je dis, tu joues Ouais. dans ce Fait sens-là. que là, j'ai pris Ouais. Ozempic pour perdre du poids. J'ai de la misère à te croire. C'est vrai? Oui? J'ai perdu 45 livres. C'est vrai? Oui. Ah! Ouais. Et je ne suis pas diabétique de type 2. Et je ne vole pas la médication à personne. Moi, personnellement, mes douleurs ont diminué avec 45 livres de moins. C'est certain. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que je vais être là-dessus toute ma vie? Probablement pas. Je souhaite changer mes habitudes alimentaires. Mais plus tu vieillis, moins ton métabolisme est élevé. Ouais. Et Les changements sont aussi difficiles. la S'adapter, sédentarité, oui, donc c'est ça devenait pour moi un médicament qui prenait de l'importance, mettons. Bon, mais je suis contente que tu Et j'étais prêt à accepter les risques aussi je sais pas, d'un cancer ou de peu importe, parce qu'on ne le savait pas. Dans le fond, quand tu prends cette médication-là, tu ne peux pas savoir Ben non. tous les risques tant aussi longtemps qu'on n'a pas 20 ans d'études. Oui, puis encore là, ça s'adresse à une personne à la Ouais. fois. Chaque personne est différente. Mes signes et symptômes, à moi, sont Absolument. sont très, Chaque très légers. médicament, Ouais. tu vas réagir différemment. Ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas bon. Ouais. C'est parce qu'il n'est pas bon pour toi. T'sais. Mais je pense, parce que je suis une personne hypersensible, je suis beaucoup dans mon corps, puis j'ai l'impression des fois, avant même que le médecin me dise la problématique ou qu'il me donne une piste de guérison, on dirait que je le sens à l'intérieur de moi ce que j'ai besoin. Ben, c'est parce que tu t'écoutes. Tu as appris à écouter les signes de ton Ouais. corps. Puis, je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir pris ce temps-là de s'écouter puis de vraiment réaliser qu'est-ce qui se passe, ou du moins d'avoir une petite idée. Ouais. Puis là, je vais le nommer parce que je suis quelqu'un qui carbure à la compétition puis à accomplir des choses. Je me demande si dans ma volonté d'aller mieux, je ne l'ai pas pris aussi comme une compétition. Ben, À savoir si je voulais me rétablir le plus vite possible pour démontrer aux autres que je suis capable. Oui, 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 oui. Moi, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Mais c'est quand même une compétition qui tire vers le sain, tu sais. Je veux dire, il y a des compétitions plus... Mais encore là, si tu ne respectes pas tes limites parce que tu veux démontrer aux autres que absolument, tu t'en es sorti après tant d'années. Absolument. Mais Ben, tu je sais, pense si pas le ça. but est de guérir ou du moins d'aller bien, Ouais. de t'en sortir, je veux dire, le but ultime est quand même intéressant. Tu sais. Si pour toi, c'est passer par la compétition, mais c'est ta manière de le faire. Mais comme tu dis, il faut connaître ses limites Oui, aussi. je suis allé beaucoup trop loin. Il a fallu que je fasse 2 step back puis je recommence. Mais ça, c'est toi. Mais c'est ça le rétablissement. C'est ça. Ouais. C'est qu'il y a des bons bouts, il y a des moins bons bouts, puis des fois, il faut que tu fasses 2 pas en arrière pour avancer en Puis il y avant. en a qui font un mini pas, puis ils vont rester là. Oui, ça T'sais, c'est. fait Non, que mais c'est important que tu le nommes. C'est pas tout le monde qui a la même vitesse. Non, et la même vigueur et rigueur de faire les choses. Et on Ben n'est oui. pas tous nés avec le même coffre à outils dans le Absolument, pote-à-pot. absolument. Ouais. Fait que, on se base avec notre coffre. Faut pas se comparer, hein? Ce serait un bon Ça, conseil. c'est tough, mais Ouais. oui, tu as bien raison. C'est bien de le dire, pas se comparer. On va à notre rythme, absolument. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, parce que les gens qui vont être là pour vous autres, ben c'est eux autres qui vont être un peu, pas le régulateur, mais qui vont vous dire, ben même si ça avance plus lentement, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Hey! Mm. Steven, c'était vraiment génial. Ouais, c'est le fun. Vraiment le fun. Puis, plug tout ce que tu veux. C'est vrai? Ben oui, je t'en prie. T'as un Récemment, je suis podcast. allé dans une clinique d'acupuncture et c'est... C'est parce que lui, l'acupuncture, ça n'a pas marché. Non, ça va marcher. Mais c'est À un correct. moment donné, ils ont voulu faire aussi des décompressions à l'aiguille. Des compressions. Décompression. Décompression, les gars. Ouais, Je est-ce sais que pas c'est tu connais ça? Non. C'est que j'étais tendu à un point ou blessé, puis ils ont rentré des aiguilles pour aller... Ah, des trigger points qu'on appelle. C'est-tu ça? Ouais. Ouais. Ben, ils viennent vraiment dans des muscles, dans le nœud Ouais, du muscle ça pour fait comme mal le. en tabarouette. Oui, ça fait mal. Hein. Pour le détendre, mais ça donne un pouf. Ouais. Mais il y a Ça a beaucoup été de ma gens- deuxième expérience Ah ouais, c'est peut-être un d'acupuncture. peu La rough. première était... Relax. C'était une approche de médecine chinoise Oui. qui n'a pas fonctionné du tout. Mais encore là, bon, on parle d'acupuncture là, mais Ouais. c'est comme un médicament dans le sens que c'est pas une fois qui Ouais. fait que tout est guéri. Non. Tu sais, puis malheureusement, je sais pas pourquoi avec cette Puis moi, je me suis médecine-là. arrêté à une fois. Oui, c'est ça. Ben, 2 fois avec la décompression. Mais c'est correct, tu sais, ça va, tu vas le sentir. C'est comme non, c'est pas pour moi ça. Faut que ça colle. Mais
c'est que les gens ont tendance, et je sais pas pourquoi avec cette médecine-là, te à le faire dire, comme, on le fait une fois puis c'est supposé de marcher, mais tu prends une pilule, t'es pas guéri, tu sais, Non. c'est la même chose. Fait que... En passant, on ne guérit pas du PTSD. Non? Non, on vit avec. OK. Oui, il faut apprendre à vivre avec. Comme si c'était un chum. Ouais. Ouais. Alors, Il faut le voir comme ça. absolument. Ouais. C'est pas un jour j'espère être guéri. Non, ça va rester là. Ouais. Les cicatrices sont là, mais je sais comment les gérer. Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. C'est une question de gestion. Si les gens veulent me voir en spectacle, stevenbilodeau.com. Oui. Je suis en première partie d'Olivier Martineau, Mathieu Cyr dans la distribution, dans la production avant la fin du monde.ca pour ceux qui sont intéressés. Partout dans les grands diffuseurs au Québec. C'est un spectacle qui va très bien. On s'en va jusqu'à probablement mi-2025 avec ce spectacle-là avant que Olivier et Mathieu partent chacun de leur côté. OK. Écoute, c'est un projet dans lequel je me suis joint. Qui me nourrit énormément. Un, d'être à côté de deux pros, de continuer mon développement sur les plus belles scènes au Québec, dans les plus grands diffuseurs. C'est un privilège. C'est un privilège d'aller à la rencontre des gens à chaque spectacle. Ce soir, je m'en vais à Joliette en spectacle. Ouais. Ben, je vais aller le vivre, puis je vais le vivre avec les gens, avec toute l'intensité qu'on me connaît. Donc, si les gens vont on veut rien de moins. Non, exactement. Fait que si vous avez envie de décrocher des conventions sociales, de rire, de ne pas se prendre la tête, ben venez me voir en spectacle. Parce que c'est ce que je fais. On va y aller, absolument. Merci. Merci à toi. Sinon, le show du souvenir, Les vrais vétérans de l'humour, 21 juin. Je ne sais pas si le podcast va sortir à temps pour ça. Oui, il va sortir avant. 21 juin, du côté du Bistrot Sainte-Catherine, c'est à 21h30. Il est possible qu'il y ait des supplémentaires à l'heure que vous nous écoutez. Excellent. Donc, on va le souhaiter. On va souhaiter que ce projet-là aille très loin. C'est un projet que... Je vais y aller. Oui? Oui, c'est sûr. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de billets. Ah non? On fait ça vite. OK. À moi, je te mette un billet de production. Je peux faire ça. OK. As-tu besoin d'un deuxième billet? Je vais regarder. Ton chum va écouter ça. Ben oui, il aimerait ça. Il adore tout ce qui touche. Je vais faire une joke de golf. All right. J'ai un 5 minutes de golf. C'est vrai? Oui. Ouais, j'ai pas entendu ça là. Ah, Gong Show, mais il n'est pas sorti exactement, encore. Pour ceux qui sont intéressés à t'écouter un peu du côté humoristique, stand-up, allez voir l'épisode 59 du Gong Show, les Dave deux. Morgan. On est là toutes les deux. Sinon, quelle autre émission t'as passé? Mais il n'est pas sorti encore. OK, mais c'est qui le juge? Au moins, les gens vont... C'est Frankie. Frankie. Oui. Ouais. Il était parfait. Ah, ce gars-là est parfait. Il est tellement drôle. C'est un grand cœur. Ouais. Oh, il est drôle. Très grande efficacité. Je vais jouer aussi au Minifest avec le 60-60. Je sais pas si tu l'as vu, les filles. Tu vas faire une minute de stand-up. Je fais une minute de stand-up. C'est ton engagement social. Exactement. Comment on t'a approché pour ça? On m'a texté. C'est vrai? Messenger. OK. Mel m'a juste texté. OK. Fait que Mel juste fait un travail exceptionnel avec cette production-là. Absolument. Ouais. Fait que, mais OK, je vais checker pour ton spectacle. Oui, allez voir ça. 60 minutes. Comment ça s'appelle encore? 60 femmes, 60 minutes. Quelque chose comme ça. Puis il y en aurait eu plus que... Mais le spectacle dure 60 minutes. On ne pouvait pas vous donner 30 secondes. Je sais pas comment on va faire, honnêtement. Mais je pense que la vente de billets va très bien de votre côté aussi. Ah oui, hein? Donc, allez voir ça sur, je pense que c'est minifest.com. Oui, je pense que c'est c'est à la fête des pères. Je pense que c'est le 16. Pas sûr, en tout cas. 16 juin. Oui. Quelle heure? 20h? 20h, je pense. D'habitude, c'est... Je suis au courant, mais moi. La presse et le Journal de Montréal a cité ce spectacle-là comme un des spectacles à découvrir. Et puis, je sais toute l'énergie que Mel met en arrière de ça. Absolument. Je pense que ça va être une très belle production. Ouais. Merci beaucoup de l'invitation. On va manger de la pizza maintenant. OK. Bye tout le monde. Bye.